Alors, j'ai donc été nommé au gouvernement de François Fillon en juin 2007, avec un poste de secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur. Et donc, au bout de 8 mois, j'ai changé de fonction et je suis devenu secrétaire d'État en charge des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et des services. Et j'ai donc développé mes activités dans ce cadre. Je n'ai pas pu. Et donc, il y a eu cette cohabitation avec un secrétaire d'État à l'industrie, qui a d'abord été Luc Châtel, puis Christian Estrosi. Donc, il y a eu cette répartition à Bercy. Et après, j'ai récupéré le portefeuille en plus de la consommation. Donc voilà un peu le cadre historique dans lequel j'ai évolué, donc de 2007, de juin 2007 à novembre 2010, lorsque je n'ai pas été reconduit au gouvernement. Alors, pourquoi avoir créé le statut d'auto-entrepreneur? Quelle était l'intention? Alors moi, je suis arrivé à Bercy avec des idées simples, avec des idées fortes, mais des idées simples. Et dans ce panel d'idées, il y avait la volonté de simplifier. Je suis toujours convaincu que notre économie est soumise à de multiples difficultés liées à la complexité, liées aux normes, à l'avalanche des réglementations, des arrêtés, souvent tirés de la loi et de l'inflation législative en France, mais aussi des directives européennes. Et donc je suis venu en disant, il faut que je simplifie. Donc durant l'été 2007, je crée 3 groupes de travail constitués de praticiens de l'entreprise, essentiellement, donc des entrepreneurs, mais aussi des avocats, des experts comptables, des commissaires aux comptes, et quelques hauts fonctionnaires, et je crée ces groupes de travail, des représentants d'associations, d'associations syndicales ou professionnelles, comme par exemple le président de la Chambre des chambres des métiers, Alain Griset, qui le paradoxe, je lui rappelle de temps en temps, c'est que c'est dans son groupe de travail qu'on a fait émerger l'idée de créer un statut simplifié de création d'activité. Voilà, ça, j'avais dit, je veux quelques propositions dans chaque groupe de travail pour simplifier l'activité économique. Et les 3 groupes de travail, c'est assez étonnant, je les avais créés donc dans l'ordre social, fiscal, réglementaire. Ces 3 groupes de travail, eh bien, il y avait une demande qui revenait dans les 3 groupes de travail, eh bien, c'était créons un statut simplifié pour démarrer une activité. Fort de cela, j'ai confié à François Hurel le soin de mettre en forme cette demande. À l'époque, François Hurel, il joue quel rôle? François Hurel est un ami que je connais de longue date et qui s'est spécialisé dans la création d'entreprises, et je travaillais avec lui avant, et lorsque j'ai été au gouvernement, je lui ai dit on va donc travailler ensemble, et lorsque j'ai eu ces conclusions, je l'ai fait venir en lui disant mais écoute, je te confie un rapport pour proposer ce statut simplifié d'activité. Et je dois dire que à chaque fois que j'ai eu à prendre des décisions un peu en rupture, j'ai toujours pratiqué la technique du consensus lié à un rapport d'un expert, entre guillemets. Et fort de ce rapport, eh bien, je demandais à mon administration de pousser les feux en phase avec ce rapport. Donc je l'ai fait pour l'auto-entrepreneur, dont on va reparler, mais je l'ai fait aussi pour d'autres sujets. Et, par exemple, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, j'avais confié un rapport à un praticien à la fois du droit et un ancien parlementaire qui s'appelait Xavier Deroux, qui est malheureusement disparu, mais qui m'avait fait un rapport préconisant ce statut. Donc voilà. Donc je reviens à cette... on est en septembre-octobre 2007, et je confie à François Hurel le soin de me rendre un rapport dans les mois qui suivent
sur un statut de création simplifiée d'activité. Il se met au travail, me rend ce rapport dans le courant de l'année 2008. Et ensuite, il posait les bases d'un statut simplifié. Et ensuite, j'ai travaillé beaucoup avec mon cabinet, l'administration, en symbiose, pour mettre en forme ce statut nouveau de création d'activité. Et j'y voyais un véritable avantage de simplification. Et il contenait les grands éléments et les grands principes de ce statut, c'est-à-dire pas de chiffre d'affaires, pas de charge, une forfaitisation à la fois des charges sociales en fonction du chiffre d'affaires, mais aussi une fusion des prélèvements. Bref, des éléments de simplification. J'y ajoute deux autres qui sont importants dans le débat actuel. L'exemption de TVA pour toute activité en dessous d'un certain plafond, et aussi l'exonération les 3 premières années de la taxe professionnelle qui est devenue la CFE. Et donc ce statut, il a fallu en débattre à l'Assemblée nationale, au Sénat, et il y a eu des débats très forts et nourris tout de suite par une vraie confrontation avec quelques organisations professionnelles d'artisans, notamment les artisans du bâtiment, la CAPEB, qui voyaient un élément de concurrence déloyale par rapport à certaines professions du bâtiment. Ce qui n'était pas absurde. Ce qui n'était pas absurde, a posteriori, je considère qu'il y a une concurrence qui se crée et qui peut être avantageuse pour les auto-entrepreneurs dans les petits métiers du bâtiment. C'est là que se situe. Pourquoi est-ce que ça joue? Eh bien parce qu'il n'y a pas besoin de gros investissements pour ces petits métiers du bâtiment. Donc l'exonération de TVA dont bénéficient les auto-entrepreneurs et pas les artisans est un élément fort de confrontation sur les prix. Et donc ça a pu jouer en défaveur de ces artisans du bâtiment sur certains métiers, mais il était impossible d'exonérer certains et de plier d'autres compte tenu des règles fiscales qui sont dans notre pays non discriminatoires, se veulent non discriminatoires. Donc on a eu ce débat à l'Assemblée, au Parlement, enfin au Sénat. Je me suis défendu, chacun a pu faire valoir ses arguments, et la loi a été d'application au 1er janvier 2009. Mais en septembre 2008, septembre-octobre 2008, je lance un site de préfiguration sur l'auto-entrepreneur.fr et je m'aperçois tout de suite de l'engouement de ce statut. Et je me dis, il se passe quelque chose. Et j'assiste au salon de la micro-entreprise où j'avais demandé à l'Agence pour la création d'entreprises de tenir un stand dédié à ce nouveau statut opérationnel au 1er janvier de l'année suivante. Et je m'aperçois que à ce salon de la micro-entreprise, le stand de l'Agence pour la création d'entreprises est pris d'assaut et qu'il y a véritablement une demande très forte du fait de la simplification extrême du système. Il y a des gens qui veulent se retrousser les manches, qui veulent créer une activité. Souvent, ils n'ont pas d'autre force que cette capacité à vouloir créer leur propre activité. Et ils souhaitent le faire et ils retrouvent là un statut qui le leur permet. Donc, il y a tout de suite 40 000 inscriptions pour connaître les développements à venir sur notre site de préfiguration. Je fais une réunion à Dauphine, à l'université, en novembre de 2008 et il y a 2000 à 3000 personnes qui viennent uniquement parce qu'on leur envoie un mail d'invitation sur ce site, à travers ce site, et je me dis qu'il se passe véritablement quelque chose, et ce quelque chose ne tient pas uniquement à la simplification du système. Il tient à beaucoup de choses que j'ai peu à peu appréhendées, puisque à partir de là j'ai commencé à y réfléchir pour comprendre. Il tient à les mutations
qui sont à l'œuvre dans la société française à cette époque-là et qui vont se développer de manière très, très rapide, comme dans toutes les sociétés occidentales, il tient à la mutation du travail et à la capacité d'appréhender le travail non plus sous la forme salariale, telle qu'elle avait été conçue en France et dans beaucoup d'autres pays, c'est-à-dire une relation patron d'un côté, salarié de l'autre, avec toute l'architecture du code du travail qui va avec, le contrat de travail, la subordination du salarié de facto au chef d'entreprise qui rend le contrat de travail nécessaire pour rééquilibrer des relations qui sont supposées être déséquilibrées. Tous ces éléments qui ont structuré le code du travail, qui ont structuré l'architecture sociale de notre pays depuis la fin de la guerre, sont des éléments qui aujourd'hui sont remis en cause, remis en question, non pas par la volonté méchante ou mesquine de tel ou tel, mais par les évolutions d'un travail qui a changé de nature, qui est de plus en plus un travail où le travail posté, le travail avec horaire fixe diminue, et lorsqu'il doit se perpétue sous la forme des robots, mais tout le reste, toutes les activités qui émergent, et notamment à cause de la révolution numérique, sont des activités où le contrat de travail, le salariat, n'est plus la réponse unique à ces formes d'activités nouvelles, et le travail indépendant, c'est-à-dire la capacité à quelqu'un à proposer ses services dans une rémunération qui n'est plus une rémunération salariale, mais une rémunération de prestation, où l'horaire n'a que peu d'importance, ce qui compte c'est la réalité du travail rendu. Eh bien ce travail non salarié émerge avec, parce qu'il se heurte à un code du travail qui a été conçu sur le mode salariat uniquement, il se heurte à une incapacité à trouver sa place, d'où les divers conflits qui sont intervenus et qui structurent aujourd'hui notre vie sociale. Donc ça, je ne l'avais pas perçu, évidemment. J'y avais vu un élément de simplification, mais l'engouement fait qu'il y avait derrière cette simplification une revendication, j'allais dire, sociétale, culturelle, qui faisait que créer son activité, développer son activité, devenait une réponse à la dureté des temps et permettait une place dans une société qui est trop souvent réticente à faire sa place à tous ceux qui n'ont pas soit les réseaux, soit la famille, soit les études pour pouvoir intégrer un marché du travail qui est protégé au bénéfice de ceux qui y sont déjà salariés. Donc toutes ces données, eh bien, je ne les maîtrisais pas, elles étaient sous-jacentes dans ce succès, et la révolution numérique qui s'est développée à peu près à la même époque a évidemment accéléré cette mutation, mais aussi a accéléré les sources de contradictions et de conflits. Comment voulez-vous qu'une société qui s'est régulée sous un mode de production ancien puisse être adaptée à un mode de production nouveau qui tente de se faire une place? C'est mon côté néo-marxiste ou post-marxiste qui me fait dire que les infrastructures créent les superstructures, mais là, en l'occurrence, les infrastructures matérielles sont inadaptées et génèrent ces tensions dans la société. On l'a vu pour les auto-entrepreneurs, on l'a vu en France pour les VTC que j'ai créés dans la loi de 2009 sur la loi tourisme, et on le voit aussi ailleurs, y compris aux États-Unis, où le régime des freelances souvent se heurte à des jugements sur leur requalification potentielle en activité salariée. Donc c'est un sujet majeur, c'est un sujet stratégique, et je souhaite que nous y trouvions des réponses qui ne soient pas des réponses où on veut mettre dans les anciennes boîtes de nouvelles activités.